présente, Brice Plaisance, je suis responsable commercial France chez Adviseo depuis maintenant 4 ans. Et je suis accompagné aujourd'hui de François, qui est responsable de l'énergie management dans notre agence de Nantes. On a plusieurs agences sur tout le territoire français. Aujourd'hui, on voulait vous parler de suivi énergétique, mais plutôt avec un mode action, entre guillemets, avec l'apport notamment des ingénieurs énergie chez nous, sur une mission assez spécifique qu'on appelle la task force chez nous. C'est vraiment de ça dont on va parler. Et comment on passe du suivi énergétique à la réalisation d'actions concrètes sur le terrain pour réaliser des économies d'énergie. Non. Je crois qu'il faut cliquer d'abord. Ouais, c'est mieux. Bon, on va pas vous refaire le sommaire, mais globalement, on va d'abord commencer par présenter un peu Adviseo, parler de la task force et montrer des cas très concrets de ce qu'on peut faire et comment on fait des économies. Alors, Adviseo, qui on est une société qui a été créée maintenant il y a 10 ans. On sort d'une petite soirée des 10 ans il n'y a pas très longtemps. En fait, on est issu d'un bureau d'études qui s'appelle CETEC, un bureau d'ingénierie dans la conception de bâtiments. Et nous, on est exclusivement dédié à l'efficacité énergétique. Et on a été, depuis l'année dernière, racheté par le groupe Hager, donc un fabricant de composants électroniques dans le bâtiment. Et ce qui est important et ce qu'on met beaucoup en valeur chez nous, c'est qu'on apporte des solutions technologiques, mais on a surtout une grosse identité, une grosse ADN d'ingénieur énergie et d'expertise énergétique qu'on essaye de valoriser dans l'ensemble de nos missions. Aujourd'hui, on est 130 collaborateurs, dont près de la moitié sont des ingénieurs énergie, donc ça vous donne un peu une idée. La masse salariale est quand même fortement composée d'experts en efficacité énergétique. Concrètement, nos activités tournent autour de l'identification, l'identification de dérives de consommation énergétique, le suivi énergétique associé à un logiciel de suivi énergétique. Ce logiciel s'appelle SAVY, donc c'est notre EMS, Energy Management System. À la suite de ça, donc quand on a collecté des données, analysé toutes ces données dans un seul et même logiciel, nos ingénieurs énergie peuvent, sur les bâtiments qui le nécessitent le plus, aller faire des plans d'action, aller sur le terrain. Et ensuite, on peut même aller jusqu'à des systèmes GTB qu'on installe sur des bâtiments avec un système d'hypervision, un logiciel d'hypervision ou de BMS qui s'appelle Cockpit et qui permet de piloter à distance des bâtiments. Ah, trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie management chez nous et comment on l'entend ? Déjà, on répond à différents enjeux que vous connaissez peut-être aujourd'hui si vous êtes là. Le décret tertiaire, le décret BAC, donc des enjeux réglementaires qui nous poussent soit par des obligations de moyens, soit par des obligations de résultats, qui poussent le parc bâtimentaire français à réduire sa consommation, réduire son empreinte carbone. Voilà, donc tous ces enjeux-là, aujourd'hui, nous, ce dont on se rend compte, c'est qu'historiquement, c'était des enjeux qui étaient plutôt portés par des directions techniques. Et d'ailleurs, c'est plutôt les directions avec lesquelles on a l'habitude de discuter. Mais de plus en plus, vous avez des directions financières, vu que la dimension énergétique est devenue un enjeu financier hyper important, qui rentrent dans le jeu. Et évidemment, une direction RSE, avec les enjeux de décarbonation, qui rentrent dans le jeu. Donc c'est intéressant, le milieu de l'énergie aujourd'hui, puisqu'en fait, on parle de la même chose, mais avec différentes perspectives. Et c'est aussi notre rôle de pouvoir avoir différents langages pour tous ces interlocuteurs. Alors, la personne clé chez nous et chez nos clients, du coup, c'est ce qu'on appelle l'energy manager. Donc, c'est en gros l'expert en efficacité énergétique qui va faire une mission qui n'est pas hyper simple et qui est une mission, qui est un enjeu clé chez tous nos gros clients. Surtout, plus vous avez un patrimoine qui est large, plus vous avez des grosses directions qui connaissent peu finalement le milieu opérationnel, les problématiques très concrètes du bâtiment, etc. Et l'energy manager, il doit adapter son langage à des directions, stratégiques qui dressent des schémas directeurs à horizon 10-20 ans. Il faut réduire la consommation d'énergie de 40%, etc. Et il doit aussi transcrire ses ambitions à des niveaux hyper opérationnels. Donc un technicien sur un site qui a quelqu'un qui se plaint tous les matins parce qu'il a froid dans sa pièce au fond du couloir. Et comment, en fait, le gros enjeu et la grosse difficulté, c'est comment je réponds aussi aux besoins de la directrice RSE ou du directeur RSE
et je solutionne les problématiques du technicien ou de la technicienne qui sont sur site. Et donc c'est vraiment ça son rôle chez nous, c'est de porter une stratégie à un niveau opérationnel. Donc avec plein de missions, des audits, des schémas directeurs énergie, du suivi de plan d'action, etc., etc. Mais ça c'est anecdotique. Hop. Donc chez nous, comme je vous l'ai dit, on a une grosse partie de notre activité, de nos équipes qui sont des ingénieurs en efficacité énergétique et qui travaillent, donc qui sont formés, etc. et qui travaillent sur des patrimoines hyper variés. Dans nos clients qu'on suit régulièrement, vous allez avoir Burger King, quelque chose qui est très très spécifique, c'est-à-dire des boîtes qui se ressemblent toutes les unes avec les autres, les mêmes machines, les mêmes horaires de fonctionnement, etc., etc. Donc c'est très intéressant d'un point de vue statistique, comment vous analysez la consommation d'un Burger King, etc. Et vous allez avoir des choses totalement différentes. Un centre hospitalier qui s'est construit il y a 80 ans, où il y a eu plein d'ajouts de nouvelles boîtes, de nouvelles extensions, etc., des diversités d'équipements. Enfin, les gens ne savent même plus quels sont les équipements qui sont où, etc., etc. Donc c'est vraiment des patrimoines immobiliers hyper différents. Et notre rôle, et le rôle de nos ingénieurs énergie, c'est en fait d'avoir une connaissance technique qui leur permette de travailler sur l'ensemble de ces patrimoines et l'ensemble de cette variété. Alors le contexte et en tout cas la mission dont on voulait vous parler aujourd'hui vient de l'identification de certains freins. J'en ai déjà un peu parlé, mais globalement, pour exploiter au mieux un bâtiment chez nos clients, on fait face à plusieurs problématiques. Déjà, vous avez différents interlocuteurs qui n'ont pas forcément la même compréhension de quelles sont les choses à faire pour économiser de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez souvent des interlocuteurs qui ont un manque de recul sur voilà, je souhaite faire cette action, mais en même temps, je ne suis pas certain que cette action a fait ses preuves parce que je ne l'ai jamais mis en œuvre sur aucun de mes bâtiments. Donc, je dois faire un choix. Est-ce que c'est celle-ci qui est la bonne? Je ne suis pas sûr. Aussi, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire des audits énergétiques sur vos bâtiments. Donc un audit, ça aboutit à un plan d'action, un rapport. Et potentiellement, après ce rapport, on choisit du coup quelles sont là où les actions qu'on va mettre en œuvre. La problématique, c'est que souvent, même si on a choisi de mettre en œuvre telle ou telle action, il y a plein de petits grains de sable qui se mettent dans les rouages et qui empêchent l'action de se mettre en œuvre. Ne serait-ce que vous demandez un devis à quelqu'un, il ne vous l'envoie pas. Vous demandez un devis à votre mainteneur qui est en train d'exploiter votre bâtiment, il ne vous l'envoie pas. Concrètement, si vous n'avez pas des gens qui vont relancer le mainteneur ou aller potentiellement chercher d'autres personnes pour faire un devis, ça ne le fait pas. C'est un peu bateau ce que je vous dis, mais en fait c'est quand même quelque chose qu'on voit vraiment tout le temps, quoi. Ensuite, on parlait des directions stratégiques qui veulent mettre en place des choses et qui ne connaissent pas forcément précisément les bâtiments. Et quand ils demandent à mettre en place une action, le technicien sur site, il hallucine, et il comprend pas pourquoi c'est pas du tout adapté pour telle problématique. Et du coup, la connaissance du bâtiment est quand même quelque chose d'hyper important quand on crée des plans d'action. Et parfois, les modes d'occupation des bâtiments changent pour plein de raisons. Le télétravail pendant Covid, après Covid, est quelque chose qui est hyper important. Et ces changements de mode d'occupation demandent d'adapter des plans d'action qui ont été pensés pendant un audit à un instant T, mais qui en fait sont plus forcément adaptés aux nouveaux modes d'occupation du bâtiment. Donc pour ça, nous, on a conçu, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas on a créé une méthodologie qu'on appelle Task Force, qui permet, concrètement c'est une action de coup de poing. L'objectif c'est d'être ultra pragmatique et c'est de faire des visites qui réduisent la consommation énergétique instantanément entre guillemets de votre bâtiment. Donc on fait une visite qui permet de faire un diagnostic, qui permet de comprendre comment fonctionne le bâtiment, mais on est déjà dans l'action. On agit du coup que sur des choses qui ne nécessitent pas des gros investissements, que sur des choses liées à l'optimisation, la régulation des bâtiments ou au changement de petits éléments sans un énorme coût financier, avec un objectif de réduire immédiatement la consommation du bâtiment. Donc pour cela, quels sont les enjeux? C'est améliorer évidemment la performance énergétique et carbone du bâtiment, créer une routine, donc des habitudes auprès des différentes parties prenantes, notamment techniques au sein du bâtiment, pour qu'elles
voilà, mettre en œuvre toutes ces bonnes pratiques en fonction des différentes saisons. Engager les différentes parties prenantes. Donc là, j'ai parlé pas mal de la technique, mais il y a aussi des directeurs ou directrices d'établissement. Il y a aussi des personnes qui sont au-dessus de ces directeurs ou directrices d'établissement qui disent des choses. Il faut s'assurer qu'ils sont tous d'accord sur la direction et la déclinaison opérationnelle de la direction. Et ça, c'est notre rôle de faire en sorte que ce soit le cas. Et se réapproprier les outils existants du bâtiment. Vous avez tous peut-être fait face à des problématiques de GTB, des GTB qui fonctionnent potentiellement ou fonctionnent plus ou moins bien. Vous avez potentiellement à un moment donné où en fait plus personne ne sait comment utiliser la GTB, plus personne ne sait comment la réguler, etc., etc. C'est des choses assez classiques qui arrivent et voilà, il y a une importance de se réapproprier les outils existants pour mieux faire fonctionner les bâtiments. Alors sur quel bâtiment on va faire ce genre de mission ? On va globalement s'attaquer plutôt aux bâtiments sur lesquels il y a du potentiel. Alors, c'est quoi avoir du potentiel ? Nous, en général, on se dit que quand vous avez une facture énergétique sur un bâtiment annuel de 50 000 €, il y a potentiellement quelque chose à faire et une action coup de poing peut être rentable. Sur des bâtiments inférieurs, on va y réfléchir à 2 fois. On va peut-être le faire s'il y a vraiment une grosse dérive constatée à distance. Et dans ces cas-là, on agira en conséquence. Deuxième élément, c'est assez important d'être sur des bâtiments qui ont des capacités de régulation, soit autonomes, soit réglables, entre guillemets, pour pouvoir faire ces actions. Puisqu'en gros, notre rôle dans ces task force va être d'optimiser tous les réglages. Donc s'il n'y a pas de bouton de réglage, globalement, ça limite un petit peu la portée de l'action. Et dernière chose, pour rendre pérennes toutes les bonnes pratiques, il faut qu'il y ait des gens qui soient sur site, qui puissent les mettre en œuvre. Donc en fait, si vous avez personne sur site sur les bâtiments sur lesquels vous faites des task force, a priori, la bonne pratique que vous avez mis en saison d'été, vous allez changer à l'intersaison et il y aura peut-être personne pour faire perdurer cette bonne pratique ou changer le réglage comme ça devrait être le cas. Donc ça concerne potentiellement plein de bâtiments. Donc là, on vous a mis quelques exemples, des bureaux de plus de 5000 m², des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Alors, comment on s'organise pour faire une task force ? Donc déjà, la première question à se poser, c'est qui on implique. Donc, je vous ai déjà parlé de l'Energy Manager. Alors, je vous ai plutôt parlé des Energy Managers de chez nous, mais ça peut aussi être un profil de chez vous. Si vous êtes chez nos clients, on a aussi des Energy Managers qui montent en compétences et qui gèrent après cette dimension-là. Et ensuite, il y a le donneur d'ordre, donc celui qui décide, le décisionnaire qui est soit sur site, soit à l'extérieur du site. L'exploitant, qui peut être interne ou un mainteneur, et des prestataires spécialisés sur des équipements un peu spécifiques, type frigoriste ou chauffagiste, etc., etc. Concrètement, en termes de planning, il y a 3 grosses phases. Je ne vais pas aller dans le détail, mais globalement, il y a une phase préparatoire, évidemment, où déjà on identifie tous les interlocuteurs qu'il faut mobiliser, on communique avec eux, et surtout on fait des analyses initiales, j'y reviendrai, pour analyser a priori les données énergétiques du bâtiment. Après, il y a la phase d'intervention, donc on va sur le site. Et enfin, il y a la phase de suivi, c'est on regarde ce qu'on a mis en œuvre, qu'est-ce que c'est l'impact, et on s'assure que c'est suivi. Donc dans la phase préparatoire, là, c'est un petit focus sur un des éléments de la phase préparatoire, qui est le focus sur l'analyse énergétique. Donc l'objectif, c'est de ne pas arriver sur un site et de le découvrir en arrivant. L'objectif, c'est déjà de se dire, je me suis posé une question en regardant la signature énergétique ou en faisant une analyse de semaine type sur mon site. Du coup, je vais essayer pendant ma visite de répondre à ma question. Donc, l'objectif, c'est pas d'arriver avec un regard neuf, c'est d'arriver avec des a priori qu'on veut soit infirmer, soit confirmer pendant la visite et trouver une solution à l'a priori qu'on avait durant la phase préparatoire. Donc voilà, cette analyse énergétique est hyper importante et ça permet d'avoir des pistes de réflexion pertinentes. Différentes phases pendant l'intervention. Donc vous avez la visite à proprement parler. Donc on visite les locaux techniques, la GTB, etc., etc. Ensuite, vous avez la phase d'entretien avec les occupants, que ce soit des occupants techniques, donc ceux qui tournent les boutons, ou des occupants usagers, ceux qui se plaignent parce qu'il fait froid.
Mais globalement, voilà, l'objectif c'est de comprendre un peu ce que tout le monde pense et d'essayer de faire en sorte que le réglage va permettre de mettre tout le monde d'accord. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est l'idée. Dès qu'on a identifié comment fonctionne le bâtiment, identifié ce que tous les gens pensent sur ce qui se passe, on commence à mettre en place des réglages sur le bâtiment et ensuite on fait des tests pour savoir si les réglages fonctionnent. Voilà. Donc ça dure longtemps, en fait, ça peut être une grosse journée, mais globalement, voilà, on passe beaucoup de temps sur un seul et même site. Ouais, c'est un peu crop, mais là je vais te laisser la main. Yes. Donc comme l'a dit Brice, la task force c'est une opération coup de poing, mais qui peut avoir lieu sur plusieurs jours, ou en tout cas sur 2 journées. Donc ça c'est un peu le déroulé type des 2 journées d'une task force un peu type. Donc le but d'une task force c'est de tester le bâtiment et de le passer au peigne fin sur une durée assez longue en occupation et aussi en inoccupation. Donc en fait la première journée elle démarre très tôt le matin avant le démarrage des équipements théoriques. Donc typiquement à 5h ou 6h du matin on arrive sur le bâtiment et là on fait une réunion de lancement avec les différentes parties prenantes, que ce soit l'energy manager du coup comme l'a dit Brice, mais aussi le mainteneur sur place, l'intégrateur GTB également. Également le représentant du client, donc les occupants sur site qui sont aussi à cette réunion de lancement. Et on regarde le bâtiment en théorie, donc on regarde sur la plateforme comment il se comporte en termes de ratio de consommation, de réduit de nuit, de température ambiante également, parce qu'on a aussi souvent dans ce type de bâtiment des températures qui remontent sur la plateforme, parce qu'on a des capteurs de température. Donc on regarde un peu tout ça, et il en ressort des premières pistes d'action. Donc on fait une visite des installations techniques, donc de la production de chauffage, de la production de climatisation, les locaux techniques de ventilation également, avec toutes les parties prenantes impliquées. On va aussi dans les étages dans l'après-midi de la première journée pour sonder un peu les occupants, faire des entretiens entre guillemets avec eux pour questionner un peu l'occupation du bâtiment en termes de télétravail, de confort ressenti aussi de leur part, d'occupation du bâtiment à la semaine, ce genre de choses aussi qui peuvent faire apparaître d'autres pistes d'action. Et dans cet après-midi, on fait aussi des tests de fonctionnement, donc on va couper volontairement les équipements, on va couper la centrale d'air pour voir si tous les équipements se coupent aussi. Donc si on coupe la centrale d'air, est-ce que vraiment toutes les pompes derrière se coupent aussi? Est-ce que tout est coupé? Si ce n'est pas le cas, effectivement, on peut avoir des dysfonctionnements ou un talon de nuit qui est plus élevé que la théorie. On va couper aussi les terminaux dans les étages pour voir si vraiment ils se coupent effectivement bien la nuit. Là, on est l'après-midi, mais ça permet de vérifier si la coupure se fait bien le soir. Et donc en soirée, avant de terminer la première journée, on revient, parce qu'on est sur une équipe pluridisciplinaire, on peut se diviser en sous-groupes, donc on revient en une seule équipe pour refaire une passe sur les installations techniques et écrire les actions qu'on a constatées sur le terrain par rapport à ces installations. Et on fait aussi une visite des parties privatives pour poursuivre un peu l'enquête terrain. La deuxième journée, elle peut commencer plus tard, parce que là on va tester non pas l'allumage du bâtiment, mais l'extinction du bâtiment. Donc ça peut être une journée qui commence par exemple à 11h du matin et qui se termine vers 23h typiquement. Donc là on va refaire une passe sur les installations techniques du coup en occupation et des parties privatives pour voir si tout est bien conforme à ce qu'on pense sur la GTB. Dans cette matinée on va écrire le plan d'action, finir l'écriture du plan d'action et mettre en place les actions qu'on a identifiées à la journée 1. Typiquement, si on a des actions qui sont faisables dès l'instant T, on va le faire tout de suite, puisqu'on a toutes les parties prenantes qui permettent de le faire. On a l'intégrateur GTB qui peut faire des petites modifications si besoin. On a le mainteneur qui peut faire des modifications sur la partie régulation de la production de chauffage, de climatisation. En après-midi, on va faire une synthèse aux occupants de ce qu'on a fait durant ce jour et demi de task force. Ce qui va permettre aussi d'apporter une partie un peu pédagogique au bâtiment. On va terminer en parallèle la mise en place des actions, donc ça c'est en parallèle parce qu'on a plusieurs équipes qui travaillent en même temps.
Et ensuite, on va faire une réunion de clôture à la fin du jour 2 qui permettra de constater l'écart entre ce qui est fait et ce qui reste à faire en termes d'action, sachant que toutes les actions qui émanent des task force sont des actions très rapides à mettre en place. Donc ça peut être des actions normalement qui sont faisables en une semaine ou deux maximum, qu'on a des types d'actions qui sont par exemple modification d'une programmation de GTB, qui ne sont pas des actions immédiates mais qui sont faisables en 1 ou 2 semaines. Donc après on a parlé de... Bon, là c'était la partie vraiment intervention. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on suit les résultats d'une intervention? Donc on regarde évidemment l'impact des actions qui ont été entreprises en jour 1, en jour 2 lors de l'intervention. Et on essaye de, si par exemple il y avait des talons de consommation nocturne et des programmes horaires qui ont été changés pour essayer de rehausser ce talon de consommation nocturne, bah, en fait on essaie de voir si on a atteint le talon de consommation optimal qu'on peut détecter sur cette typologie de bâtiment en général, etc. etc. Donc l'objectif c'est de déterminer l'efficacité de l'action et ensuite de dresser potentiellement ce qui reste à faire. Ce qu'on n'a pas pu mettre en place pour plein de raisons et qui du coup peut être une évolution sur la prochaine task force ou le prochain cycle. Et in fine, il y a quand même un livrable, parce que les bureaux d'études ils aiment bien les livrables, mais il y a un livrable qu'on laisse au sein des bâtiments, c'est ce qu'on appelle un guide des systèmes. Et globalement, l'objectif, c'est sur l'ensemble des équipements, et notamment les gros équipements, de laisser des consignes de régulation sur 3 périodes principales, la période hivernale, la période de mi-saison et la période estivale, pour faire en sorte que s'il y a du turnover dans les équipes techniques terrain, qu'il y ait toujours quand même un guide sur lequel on a travaillé ensemble, sur lequel on s'est accordé pour dire que c'était la bonne pratique, qui reste et qui est collé, entre guillemets, sur l'ensemble des équipements, pour faire en sorte que l'action perdure et que les bonnes pratiques puissent être transmises, même en cas de turnover des équipes. Hop. Je te relaisse la main pour des exemples. Donc quelques petits exemples assez concrets pour expliquer assez simplement des actions un peu typiques qui sont mises en place suite à ou pendant des task force. Donc là, on a l'optimisation d'un talon de consommation sur un programme horaire de CTA. Donc c'est quelque chose qui peut paraître assez typique, assez simple pour un energy manager, mais voilà. Donc on a un programme horaire de CTA qui est visible sur la GTB, qui en théorie démarre à 7h et s'éteint à 19h. Sauf que quand je réalise ma task force, je constate à 21h que la CTA est en fonctionnement. Donc, suite à mon enquête sur la GTB, on constate une anomalie sur, enfin en tout cas quelque chose, une fonctionnalité qu'on n'avait pas vue sur la GTB, et que seul du coup ce genre de mission peut mettre en lumière. On avait une fonctionnalité, un bouton caché sur la GTB, au niveau du coup du zoom qui est fait en bas à droite, où on avait autorisation GTB vraie, mais par contre on avait un fond violet qui signifiait que la CTA était en mode forcé. Donc ça c'est vraiment une information qu'on peut avoir via l'intégrateur GTB, qui peut identifier ça et du coup nous aider à résoudre ce souci. Donc cette action typiquement évite un fonctionnement H24 d'une CTA, et donc peut faire des gains assez énormes puisque des moteurs de CTA sont très énergivores. Donc là typiquement sur cette action, on a économisé donc 4000 kWh sur un an, équivalent à 1600 € hors taxe. Donc là, juste pour revenir, il y a plusieurs éléments qui font que c'est la task force qui permet de détecter ça. Déjà, il y a toutes les parties prenantes qui sont intégrées au sujet. Donc le GTBIS, l'intégrateur qui nous permet de voir quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir solo. Et le fait qu'on puisse voir concrètement le changement de régulation, ce qu'on a fait sur la GTB au préalable, comment ça n'a pas d'efficacité dans le réel sur le bâtiment, parce qu'en fait on est resté aussi dans la période d'inoccupation où le bâtiment était censé où la CTA en l'occurrence était censée s'éteindre. Donc vraiment voilà, c'est que la task force qui permet de faire ça et rien d'autre. Deuxième petit exemple, donc une optimisation qui a été faite suite à un échange avec le locataire, donc une discussion avec les occupants du bâtiment. Donc on a un départ électrique derrière lequel était branché à la fois du process et un groupe froid. Et donc la justification du client, c'était de dire on doit mettre en 24h/24 ce départ parce qu'on a du process derrière qui doit fonctionner en permanence. Mais après enquête,
Il se trouve que la partie process était déjà autonome en froid, dans le sens où on avait déjà un équipement qui refroidissait la partie process, donc il y avait une redondance. Et ce constat a permis de pouvoir valider avec le locataire, d'éteindre, ou en tout cas de faire un programme horaire sur ce groupe froid en été et de l'éteindre totalement en hiver, parce qu'on n'a pas besoin de refroidissement en hiver. Voilà, donc là c'est pareil, on a pu faire des gains assez énormes, puisque c'est 35 MWh d'économiser sur un an, un peu plus de 5 000 € hors taxe. D'où l'importance vraiment d'onboarder le locataire sur ce genre de mission, parce que ça peut paraître anodin, les échanges avec le locataire pour la partie occupation du bâtiment, mais ça peut aussi permettre d'identifier ce genre d'usage très spécifique à un bâtiment, quoi. Le troisième exemple, plus lié au confort sur une zone d'un bâtiment. Donc là, on avait sur une zone de bâtiment de bureau, donc des terminaux, donc des ventiloconvecteurs qui étaient à 3 mètres de hauteur avec une sonde de reprise de température. Et donc la régulation était basée sur la sonde de reprise, c'est-à-dire à 3 mètres de hauteur. Et il se trouve qu'on a une différence entre la température en hauteur à 3 mètres de haut et la température ressentie du coup à hauteur d'homme. Et cette différence poussait l'occupant du bâtiment à mettre en H24 ou à pousser les consignes de température pour pallier à l'inconfort, puisque la température de régulation était prise du coup à 3 mètres de haut. Et donc là, c'est la présence de l'intégrateur GTB qui a permis de changer cette configuration et de créer du coup le point de référence au niveau de la hauteur d'homme, donc au niveau de la télécommande, pour réguler la consigne de température sur cette zone. Et donc de pouvoir remettre en place le programme horaire et d'éviter un fonctionnement H24 du chauffage ou de la climatisation. Donc là, c'est un peu plus de 5 MWh d'économie, 1 200 € hors taxe. Donc globalement, sur une quarantaine de task force qu'on a réalisé sur un client spécifique, à chaque fois, en moyenne, on arrive entre 10 et 15% d'économie. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on se déplace sur un bâtiment et qu'on fait 2 jours de task force, c'est environ, comme je vous dis, 10 à 15% d'économie, puisqu'on passe vraiment tout le bâtiment au peigne fin et on pallie vraiment à toutes les dérives et tous les mauvais réglages et tous les dysfonctionnements des équipements physiquement sur le bâtiment. Donc c'est des TRI qui sont très rapides, c'est très intéressant pour le client de ce point de vue-là, et ça permet aussi pour l'energy manager de connaître aussi mieux son bâtiment et ensuite de pérenniser son accompagnement avec le client pour préconiser des actions qui soient au plus justes et qui soient très adaptées à l'usage, à la configuration du site et aussi au mainteneur du coup sur place qu'on connaît encore mieux après avoir passé 2 jours avec lui sur place, quoi. Et je crois qu'on en a fini. Merci beaucoup. Oui, vous avez les prochaines étapes, les prochaines dates, si vous le souhaitez. Merci beaucoup.